Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais revenir sur certains détails de sujets dont on a déjà abordé. Mais là, maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui commence à faire un petit peu polémique à Paris. Pour remettre les choses dans leur contexte, et pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo où je vous expliquais déjà ce qui s'était passé avec certaines sociétés d'exploitation cinématographique en France, vous aviez, il y a 20 ans, un petit peu plus de 20 ans maintenant, 30 ans, vous aviez des salles de cinéma, vous aviez des cinémas indépendants, vous aviez des réseaux indépendants, et à l'échelle nationale, vous aviez 3 sociétés, nommons-les Pathé, UGC et Gaumont. Sachant que ces 3 sociétés n'étaient pas uniquement que des sociétés d'exploitation cinématographique, c'est-à-dire des salles de cinéma, mais c'était également des sociétés qui avaient l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire à la fois des producteurs, des distributeurs et des exploitants. Sauf que, parmi eux, il y a une société qui est Gaumont. Gaumont qui est une société qui appartient à un monsieur qui s'appelle Nicolas Seydoux. Nicolas Seydoux qui est majoritaire au capital. Son concurrent, UGC, également, société qui appartient, je crois, au groupe, je ne sais plus à quel groupe UGC appartient, et l'autre concurrent, qui en réalité n'en était pas un, Pathé, qui est détenu par un certain Jérôme Seydoux. Oui, ce sont bien 2 frères, Nicolas et Jérôme Seydoux, qui sont à la tête des 2 plus grosses sociétés cinéma en France. Sauf que il y avait 2 différentes façons de gérer leur société. Si Jérôme Seydoux gérait véritablement Pathé comme une société pour un business, Nicolas Seydoux, lui, gérait la société comme un passionné de cinéma. Sauf que malheureusement, ça lui a joué des tours. Et à la fin des années 90, il perdra une de ses vitrines, qui était Luc Besson. Il essaiera plus ou moins de trouver une vitrine de remplacement. On a pensé pendant un temps à Mathieu Kassovitz. Sauf que malheureusement, l'un de ses producteurs, qui était, je ne sais plus son nom, il va peut-être me revenir, qui avait réussi plus ou moins à être influencé pour réaliser un film qui allait coûter presque 500 millions de francs de l'époque. Je veux parler des Visiteurs en Amérique. Sauf que les Visiteurs en Amérique, ça a été un flop. Sauf que c'est un flop qui a coûté 500 millions de francs. Et ça a creusé les comptes, forcément, de la société Gaumont. Si bien que la société Gaumont a essayé de se recapitaliser, et elle n'a pas eu le choix à un moment donné d'essayer de faire du pied à Pathé pour voir céder une partie d'un patrimoine de sa société, en l'occurrence le réseau d'exploitation. C'est ainsi qu'en 2000 a été créée la société Europalace, où était intégré au sein de cette société commune, 60% du capital pour Pathé, donc les salles de cinéma Pathé, et les 40% qui restent pour les salles de cinéma Gaumont. Pendant les années 2000, cette société a muté, elle s'est un peu réorientée. Je peux vous garantir que lorsque vous avez vécu l'époque Gaumont et que tout d'un coup vous avez Pathé qui déboule, vous vous rendez compte que finalement c'était pas du tout la même politique, que là on était plus sur une politique financière. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Au fil du temps, Pathé a pris le pas, littéralement, dans la gestion de la compagnie, jusqu'en 2016, je crois, 2016 ou 2017, où finalement Pathé a racheté les 40% qui restaient. Donc Pathé, quand vous alliez dans un cinéma Gaumont-Pathé, aujourd'hui, cinéma Gaumont-Pathé, c'est Pathé. Sauf qu'évidemment, le rachat de Pathé des parts Gaumont fait que Gaumont n'a plus aucune bille dans la société cinéma Gaumont-Pathé. Et dans ce cas-là, ça veut dire que Pathé ne peut pas continuer à exploiter les salles de cinéma Gaumont avec l'enseigne
Gaumont. Et c'est pour cette raison que petit à petit, vous allez voir en France des cinémas Gaumont, si vous en connaissez, si vous êtes proche d'un cinéma Gaumont, eh bien, va disparaître pour changer littéralement d'enseigne et devenir un cinéma Pathé. Et c'est dans ce cadre-là que certains nombres de cinémas aujourd'hui sont en rénovation, et dont un qui est quand même un fer de lance du groupe Gaumont, qui est le Gaumont Parnasse. Ce fameux Gaumont Parnasse qui avait été entièrement rénové dans les années 90 pour en faire un multiplex beaucoup plus accessible, beaucoup plus confortable. Sauf qu'évidemment, ne pouvant plus utiliser l'enseigne Gaumont, Pathé a décidé très récemment d'en modifier, de rénover ce cinéma. Sauf qu'ils l'ont rénové d'une façon un peu particulière. Donc aujourd'hui, le Gaumont Parnasse a disparu, c'est aujourd'hui le Pathé Montparnasse. Je crois qu'ils ont gardé le nom Pathé Parnasse. Ils l'ont appelé Pathé Montparnasse. C'est Pathé Montparnasse. Oui, parce que Gaumont Parnasse, le mont de Gaumont faisait le mont de Parnasse. Enfin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cinéma? Et bien dans ce cinéma, ils ont tout simplement fait ce que aux États-Unis, ici, ils font depuis maintenant 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que pour donner de la qualité, de confort, eh bien ils ont changé tout simplement les fauteuils, alors des fauteuils qui étaient strapontins ou des fauteuils classiques, en ce qu'on appelle ici aux États-Unis des recliners, c'est-à-dire des fauteuils qui vous permettent d'avoir un système qui se lève pour vos jambes et vous permettent d'être plus confortablement installé, limite vous vous endormir si jamais vous regardez un film qui est assez ennuyeux. Sauf que le problème de ces recliners, c'est qu'ils sont beaucoup plus spacieux. Et que dans ce cas-là, là où vous aviez 2 fauteuils, et bien maintenant vous n'en avez plus qu'un. Ce qui fait que le Gaumont Parnasse, en passant de 2500 places, je crois, est passé à 800 places. Donc vous comprenez que quand vous avez un cinéma qui est budgété sur 2500 places, je crois, et que tout d'un coup vous descendez à 800 places, ben vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'augmenter les prix. Et du coup, Pathé réussit à faire avaler la pilule en parlant d'un cinéma premium. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à ce cinéma, il vous faudra débourser le tarif plein de 18,50 €. Oui, 18,50 €. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, là, vous avez sur les réseaux sociaux des gens qui essaient de défendre le concept. Ça veut dire quoi, défendre le concept? Ça veut dire que finalement, qui a les moyens de payer aujourd'hui 18,50 € une place de cinéma? Alors on rassure, oui, il y aura des matinées à 14 €, je crois, et les moins de 14 ans auront accès à un tarif réduit de 7,50 €, je crois, etc. Si j'arrive à retrouver les prix, je vous les mets ici. Mais le problème, c'est que c'est évidemment un cinéma qui, pourtant, avait une vocation à être un cinéma, je rappelle, le Gaumont Parnasse est à Montparnasse, à Paris, et c'était un cinéma qui était un des ceux de Paris Intramuros qui essayait de faire compétition avec le cinéma de référence, qui est l'UGC Ciné-Cité Léal. L'UGC Ciné-Cité Léal, lorsqu'il y a des sorties le mercredi, comme c'est le cas aujourd'hui, de films, c'est souvent ce cinéma-là qui sert pour les démarrages des films de référence. Sauf que le problème, c'est que sur Internet, eh bien, vous avez des gens qui commencent à dire que finalement c'est un cinéma de luxe. Un cinéma de luxe qui permettra à des gens de pouvoir aller voir des films en sachant qu'ils auront les moyens de payer 18,50 € et que finalement ils pourront voir leurs films sans être obligés de se taper le gueux. C'est-à-dire que Pathé vient tout simplement d'inventer le concept du cinéma de luxe, c'est-à-dire écartant l'idée du cinéma populaire. Eh bien, je vais vous donner une autre information, c'est qu'apparemment, dans un certain nombre de cinémas Pathé, certaines salles vont être transformées pour devenir également des salles premium. C'est-à-dire que les gens qui vont payer 18,50 € verront des films, alors 2D, 3D, ce sera des salles numériques évidemment, mais auront la satisfaction de payer finalement le prix du confort matériel, c'est-à-dire paieront
les fauteuils réclineurs qui ont imposé au cinéma Pathé de supprimer des fauteuils parce que leurs fauteuils réclineurs sont beaucoup plus larges. Aux États-Unis, ça fait déjà depuis quelque temps que pas mal de cinémas ont opté pour ce changement de qualité. Alors c'est vrai que c'est agréable parce que c'est spacieux. Sauf que le problème, c'est qu'en effet, des salles où vous aviez 100 ou 150 places, eh bien, il n'y en a plus que 80. Parce que ces reclineurs prennent de la place. Sauf qu'aux États-Unis, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont changé tous les fauteuils de toutes les salles de cinéma, les prix ont augmenté. Sauf que, avec le temps, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une connerie. Ils ont fait une connerie, pourquoi ? Parce que, en voulant amortir l'investissement, eh bien, ils se sont séparés d'une fréquentation, d'un type de clientèle, qui encore venait assez régulièrement, prêt à payer 10 € la place. Sauf que là, pour payer maintenant 13 ou 14 $ la place, il y a beaucoup de gens qui finalement ne se déplacent plus que pour aller voir Avatar, qui sort cette semaine. Mais avant, où la moyenne de fréquentation était aux États-Unis de 2 ou 2,5 séances par mois, eh bien on est descendu à 1,5 séances par mois. Chute de la fréquentation. Alors c'est pas une chute très notoire, mais en revanche c'est une chute notoire pour les cinémas qui ont passé en réclineur, qui ont passé le tarif pour ramortir l'investissement. Eux, ces cinémas-là, oui, ils ont vu une baisse de fréquentation. Et cette baisse de fréquentation, elle a été encore plus accentuée à cause, évidemment, de la pandémie. Si bien qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez des cinémas qui sont en train tout simplement de fermer aux États-Unis parce qu'ils ne sont plus rentables. Alors quand moi je vois qu'en France, Pathé a décidé de vouloir jouer cette carte, de faire payer finalement au client son investissement, de lui offrir des fauteuils réclineurs, eh bien l'argument qui est le confort me paraît ridicule. Ridicule parce que finalement, si vous voulez offrir du confort au spectateur, le confort, il va le trouver chez lui. Il va le trouver chez lui pour voir des films moins chers, grâce au streaming. Parce que très sincèrement, je pense que les salles de cinéma, plus particulièrement les groupes, qui aujourd'hui essayent d'attirer le public avec des gadgets. Même si personnellement, il y a un gadget que moi personnellement j'adore, qui est l'IMAX. Mais l'IMAX, au moins, on ne se fout pas de votre gueule. C'est de la qualité, c'est du grand écran, c'est un son avec une puissance sonore adéquate pour affirmer et affiner le spectacle cinématographique. Alors oui, évidemment, c'est plus cher. Et ça va être encore plus cher parce que la plupart des salles IMAX en France sont en train de passer de projecteurs digital à des projecteurs laser. Quelle est la différence ? Tout simplement, c'est que les projecteurs digitales utilisaient des lampes traditionnelles, alors que la projection laser, ça utilise la technologie laser. Sauf qu'évidemment, attendez-vous à ce que pour un IMAX, vous preniez 1 ou 2 € de plus dans la gueule. Vous avez également les franchises Dolby. En France, vous avez Dolby Atmos et Dolby 4DX. Dolby Atmos, c'est tout simplement la démultiplication des chaînes sonores pour vous immerger dans un environnement sonore du film. Et le 4DX, tout simplement, c'est les fauteuils qui se coulent à tous les côtés avec des éléments du vent, de la bruine, des odeurs parfois, je crois. Et devrait arriver également en France le 360, c'est-à-dire, c'est pas un vrai 360, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des projections également sur les côtés, pour être plus en immersion. Mais là encore, tout ça, c'est du gadget. Et c'est du gadget où, comme je vous l'ai dit, la société Pathé aujourd'hui est gérée comme une société financière, c'est une société qui veut faire du profit. C'est-à-dire que la règle d'or, c'est la rentabilité. Sauf que le problème, c'est que cette rentabilité, elle se fait au détriment de l'idée même que l'on se fait
de la séance de cinéma, de l'idée qu'on se fait que le cinéma est populaire. Et qui dit populaire, eh bien populaire, c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens de claquer 1 ou 2 ou 3 fois par mois 15 ou 20 euros pour une place de cinéma. Donc voilà la petite polémique qui est en train de naître en ce moment en France. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, il y a toujours des gens qui vont vous dire « Ouais, bah, de toute façon, moi, ça ne me dérange pas, il faut sauver les salles de cinéma. » Oui, sauf que, comme je vous l'ai dit, sauver les salles de cinéma, c'est-à-dire qu'il faut de la grande fréquentation. Il faut de la fréquentation de masse. Or là, ce choix, cette décision, va complètement à l'encontre du cinéma de masse. Donc affaire à suivre, parce que je pense que malheureusement, il y en a qui vont encore pleurer dans les jupes de l'État, parce qu'à un moment donné, ils vont tellement perdre d'argent qu'ils vont vouloir être subventionnés. Et comme en ce moment, la France est le pays champion du monde de « je te file du fric à condition que tu restes », et bien au final, quand vous allez voir des films dans ces cinémas-là, vous allez payer 3 fois. Ben oui, vous allez payer 3 fois. Vous allez payer votre place de cinéma. Vos impôts vont servir à payer des subventions pour les gens qui payent, qui financent les films français. Et vous payez une 3e fois parce que le cinéma dans lequel vous payez votre place 20 euros, lui aussi va recevoir des aides avec votre argent. Et enfin, revenons un petit peu sur différentes informations en lignée de ce que j'avais déjà pu expliquer dans d'autres vidéos. Déjà, nous avons commencé à parler par l'Ukraine. Vous l'avez vu, Macron s'est vanté d'un colloque, d'une sorte de réunion pour être solidaire de l'Ukraine et surtout faire de la collecte. On a même la compagne de Zelensky qui s'est déplacée en France pour demander à ce que les Français envoient des générateurs, des groupes électrogènes, etc. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai ce sentiment qu'aujourd'hui, cette affaire de l'Ukraine, on a l'impression qu'en fait, on vous demande de vous sacrifier pour l'Ukraine. Souvenez-vous, il y avait une vidéo où je vous ai dit, mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier pour l'Ukraine? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre confort? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre porte-monnaie, votre patrimoine? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre armée? Le matériel militaire qui a été payé avec vos deniers? Et voir des médias continuer à vous chanter la même chanson, une chanson que je dirais même qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont payés pour vous contrecarrer si jamais vous avez le malheur de prendre de la hauteur, si jamais vous avez le malheur d'être un peu objectif. Parce qu'actuellement, évidemment, on focalise sur le fait que Poutine est en train de bombarder des villes en Ukraine, en train de bombarder des lieux stratégiques, des lieux névralgiques. Sauf que les médias, eux, font absolument le silence sur le fait que les Ukrainiens bombardent aussi, eux aussi de leur côté, le Donbass et plus particulièrement la ville de Donetsk. La ville de Donetsk d'ailleurs qui, depuis plusieurs semaines, a quadruplé le nombre de victimes civiles à cause des bombardements. Mais ça, évidemment, il est impossible d'en parler sur les médias. La seule chose qui doit être retenue, la seule chose que l'opinion doit retenir, c'est les Russes sont les méchants. Alors ils sont tellement les méchants, les Russes, que, évidemment, l'argument de dire que c'est quand même la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Mais, encore une fois, elle a attaqué l'Ukraine. Pourquoi? Rien que le fait de dire pourquoi, c'est déjà un blasphème. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est l'Inquisition. Si vous avez le malheur de remettre de la perspective, si vous avez le malheur de refaire un historique, eh bien aujourd'hui vous êtes conspué. Conspué parce que vous osez remettre en question la dramaturgie émotionnelle que les médias officiels font aujourd'hui de l'Ukraine. Sauf que le problème, c'est que si aux États-Unis ça ne fonctionne pas, parce que très sincèrement les Américains n'en ont rien à foutre de l'Ukraine, ce qui est encore plus vrai que c'est une société dont on vante le melting potisme, et que par conséquent c'est une société qui possède des gens qui sont à la fois des Russes ou d'origine russe
que des Ukrainiens qui sont d'origine ukrainienne, et que sincèrement ce sont des gens qui sont les premiers à dire que de toute façon c'est un conflit idéologique par rapport à la possession et au pouvoir sur une région et sur des terres. C'est une querelle séculaire. L'Occident, eh bien, lui, fait une image d'Épinal de cette histoire. D'autant plus qu'aux États-Unis, je rappelle que Washington a envoyé des consultants, des observateurs, parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils envoyaient en Ukraine, il y en avait une grosse partie qui disparaissait dans la nature. Ça, il semblerait que l'Europe et la France, ils n'ont pas encore compris. Je rappelle que nous avons un président malien, qui s'inquiète de commencer à voir passer à travers des frontières des cargaisons d'armements qui clairement sont des armements qui normalement ne devraient pas être en Afrique, mais en Ukraine. Et rappelons que l'Ukraine, pour ceux qui évidemment n'ont pas le courage ou la curiosité, avant les événements, avant l'affaire Maïdan en 2014, c'est un pays qui avait déjà certains problèmes, mais des problèmes sur lesquels on passait volontairement sous le tapis parce que ça servait des intérêts aussi occidentaux. Je rappelle qu'actuellement aux États-Unis, il y a de plus en plus de pression sur le fait que Hunter Biden et son fameux portable dérangent énormément l'establishment de Washington, parce que si jamais un procès ou si jamais une affaire est menée en justice, ça voudrait dire que forcément on va mettre le projecteur sur les liens d'intérêt qu'a le fils Biden, comme aussi Joe Biden avec l'Ukraine, et plus particulièrement une société qui s'appelle Burisma. Et que l'Ukraine, comme je vous l'ai dit, avait une réputation d'être un pays qui était aussi une plaque tournante. Plaque tournante pour des réseaux criminels, plaque tournante pour certaines mafias, plaque tournante pour la drogue, la prostitution, la pédocriminalité et le trafic d'organes. Mais ça... C'est un pays, comme je vous l'ai dit, qui dès 1991, dès son indépendance, en réalité n'a jamais été indépendant. Il a toujours été tiraillé par les conflits d'intérêts entre du côté de la Russie, qui essayait évidemment de faire ses jeux d'influence. Logique, nous sommes dans la géopolitique. La géopolitique, c'est faire de l'influence. Et de l'autre, évidemment, les Américains qui ont commencé à mettre les pieds dans le plat en Ukraine pour justement essayer de tirer profit de la situation, c'est-à-dire un sentiment anti-russe qu'il y a dans la société ukrainienne. Et ce sentiment anti-russe, eh bien, on l'a alimenté. Je n'oserais pas dire que les mouvements nationalistes néo-nazis auraient été éventuellement financés par les Américains, mais on pourrait éventuellement se poser la question. Et donc, cette Ukraine, eh bien, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est plus. Toujours plus. Il n'y en a pas assez. Là, 1 milliard d'euros va être donné à l'Ukraine. Évidemment, il y en a certains qui commencent à faire des articles en disant oui, mais enfin, là, il commence à y avoir des négociations pour placer des entreprises européennes pour la reconstruction de l'Ukraine. Ah ben oui, bien sûr. On connaît le couplet, on l'a déjà entendu pour l'Irak, l'Afghanistan, on l'a entendu également pour le Yémen, et on l'a entendu aussi pour la Syrie et la Libye. Ces fameuses entreprises européennes qui vont être présentes pour reconstruire. Bon, sauf que malheureusement, ils n'ont rien reconstruit. Ils n'ont rien reconstruit parce qu'on a tellement foutu la merde dans ces pays qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne veut se permettre d'envoyer des ressortissants, d'envoyer des gens, d'envoyer des ingénieurs pour aider à la reconstruction de ces pays. D'autant plus que c'est une reconstruction qui va coûter de l'argent.
Qui va payer? L'Ukraine? Eh bien non. Parce que l'Ukraine, elle sera tellement endettée, elle sera tellement dans la merde, que c'est vous qui allez payer. Que ce sont des aides coopératives de l'Union européenne qui vont financer la reconstruction. Et là, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Eh bien, il va se passer exactement ce qui s'est passé avec cette affaire de corruption du Qatar, avec cette députée européenne. C'est que là, vous allez avoir un lobbying énorme pour que des entreprises privées de BTP soient en première ligne pour décrocher l'exclusivité des contrats de reconstruction. Et finalement, on en revient toujours au business. On en revient toujours à cette théorie qui consiste à dire foutez la merde dans un pays, déclenchez des guerres civiles. Et une fois que vous avez nettoyé le pays, eh bien vous arrivez à la fleur au fusil pour reconstruire, et c'est tout bénef. Sauf que le problème avec l'Ukraine, c'est que quand on envoie 1 milliard d'euros, on n'est pas sûr que ce soit 1 milliard d'euros qui arrive en Ukraine. Déjà, certaines presses font remonter l'information que des Ukrainiens commencent à se poser des questions si Zelensky ne se mettrait pas un peu d'argent dans la poche et que le reste soit un petit peu partagé par certains oligarques, ses amis oligarques, ceux qui l'ont aidé à être mis en place, à être élu. Sauf que ça, évidemment, pareil, interdiction d'en parler. Il faut absolument aujourd'hui enfermer l'opinion dans la doctrine. Il faut sauver l'Ukraine, il faut soutenir l'Ukraine. À tel point qu'on a même des gens qui ont des propos où on leur dit dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on aille faire la guerre en Ukraine? Allons-y. Allons faire la guerre en Ukraine. Tout le monde en Ukraine. Tout le monde en soutien de l'Ukraine. Allons envoyer vos filles et vos fils pour bouter le méchant russe hors d'Ukraine. Bon, par contre, au passage, vous évitez de regarder ce qui se passe pour les Ukrainiens russophones ou les Ukrainiens pro-russes qui, eux, vont se faire massacrer. Il y a dans une petite ville, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Sotani, je ne sais plus exactement. On a retrouvé des civils dans des cuves d'une station-service. Paraît-il que c'était des sympathisants russophones. Ben oui. Toutes ces images qui circulent sur certains réseaux, évidemment, sont interdites. Elles sont systématiquement censurées, que ce soit par Twitter, Facebook ou même YouTube. On peut éventuellement les trouver sur Telegram. Mais force est de constater que, de toute façon, la guerre, c'est la guerre. Et qu'en réalité, il n'y a ni de camp vertueux, ni de camp démoniaque. Dans toutes les guerres, dans chaque camp, il y a toujours la bêtise, l'absurdité, la connerie, la méchanceté, la sauvagerie humaine. Parce qu'après tout, souvenons-nous que pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de la libération de la France, nous avons eu des Français qui se sont balancés les uns les autres. Nous avons des Français qui ont été victimes de règlements de compte personnels. Nous avons même des Américains qui ont été reconnus coupables de viol sur des femmes françaises, d'agression, de vol, de pillage. À la guerre comme à la guerre. Sauf que malheureusement, très clairement, les médias sont en train de vendre une image idéalisée de la guerre, qu'il y a forcément un gentil et un méchant. Alors en effet, le méchant, c'est les Russes, puisqu'ils ont attaqué l'Ukraine. Mais comme je vous l'ai dit, on occulte tous les aspects géopolitiques des 20 précédentes années pour comprendre la raison pour laquelle peut-être Poutine a attaqué l'Ukraine, pour annexer des territoires russophones. Et évidemment, on lit tout et n'importe quoi. Mais là où ça devient dangereux, ce sont quand ce sont des politiciens français qui ont des propos va-t-en-guerre. Et ces gens-là, je leur dis ça, allez-y, allons-y. Allez voir l'OTAN, dites-leur allons-y, il faut aller aider les Ukrainiens.
envoyons des hommes, envoyons de l'armée, envoyons des chars, envoyons des soldats, envoyons des soldats allemands, français, belges, hollandais, anglais. Allons faire la guerre à la Russie. Ah oui, mais il y a un problème, évidemment, c'est l'arme nucléaire. Et puis l'autre problème, c'est qu'en Europe, vous avez des gens qui commencent à se rendre compte que finalement, eh bien les Américains sont à la manœuvre pour vous sacrifier, vous, les Européens. Et sacrifier à tous les niveaux. Comme je vous l'ai dit et je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, c'est une guerre monétaire. Et cette guerre monétaire vient s'incrémenter les conflits d'intérêts, les volontés, les ambitions de pouvoir, d'hégémonie, de soumission. Et dans cet état d'esprit-là, tout est bon. Alors, la prochaine fois, vous aurez quelqu'un qui vous dira « Oui, il faut soutenir l'Ukraine ». Posez-lui la question « Jusqu'où tu es prêt à soutenir l'Ukraine? Jusqu'à quel sacrifice ?» Revenons rapidement en droite lignée avec cette affaire de Fast and Furious. Fast and Furious, d'ailleurs, dont on n'entend plus parler, Antoine Daoust, qui a disparu de la circulation, lui qui a dit qu'il avait porté plainte, etc. En revanche, nous avons nos fact-checkers qui, eux, continuent à remuer la queue. Nous avons Thomas Durand qui nous a fait une petite vidéo, je vous mettrai le lien, allez la voir, elle est croustillante, qui a décidé enfin de porter plainte. Plus particulièrement 2 plaintes. Mais alors, ce qui est très amusant, c'est que ce monsieur, qu'on appelle aussi la tronche en biais, ce monsieur, il a une chaîne YouTube qui est monétisée. Obligatoirement, puisque quand on voit le nombre d'abonnés et le nombre de vues qu'il fait sur ses vidéos, il gagne de l'argent de YouTube avec la publicité. C'est un monsieur qui est un auteur, donc il touche les droits d'auteur. C'est un monsieur qui a une association dont il est cofondateur, et d'ailleurs avec laquelle il a décidé de plus ou moins financer ses déboires judiciaires. Donc on peut dire que c'est un monsieur qui n'est pas à la rue, qui ne gagne pas le SMIC. Et pourtant, il semblerait que ce monsieur n'ait pas suffisamment d'argent pour porter plainte. Et il a décidé de faire une collecte. Et bien il a récupéré au moins 30 000 euros. Et il remercie évidemment sa communauté. Il remercie sa communauté de financer ses plaintes. C'est un véritable foutage de gueule. Nous avons également le petit Garcia. Le petit Garcia qui s'était fait bien allumer lors de son interview enregistrée par Iris Aberkan et qui s'est méchamment ratamé, mais ça ne l'a pas empêché de faire son article quand même pour, alors je crois que c'est Le Point ou l'Express, qui était un article complètement à charge, qui vient de nous faire un lien sur un article concernant une source qui mettrait en évidence que sur les centaines de publications de monsieur Didier Raoult, il y en a une cinquantaine qui posent des problèmes éthiques. Sauf que ce petit monsieur Garcia, il nous la joue sur un article, alors évidemment, qui est en anglais. Sauf que quand vous lisez l'article, je vous mettrai le lien évidemment en description, on se rend compte que, 1, il s'agit d'un site de publication. Pas de vérification de publication comme le Lancet par exemple. Non. C'est un site de relais de publication. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font des articles qui sont ensuite publiés sur le site, dont la spécialité est de débunker, d'analyser, de dénoncer des malversations, des falsifications scientifiques. Sauf que l'article fait référence à une dame qui elle-même a un parcours un peu étrange, une dame qui vient de Stanford, qui ensuite a travaillé dans une société biotech, pour finalement se tourner vers un plein emploi sur l'analyse et l'étude des falsifications, des doublés, etc. Et, comme par hasard,
dès 2013 ou dès 2014, je crois, a été un petit peu fâché avec le professeur Raoult. Alors il suffit qu'évidemment le professeur Raoult ramène sa fraise et devienne publiquement reconnu avec la pandémie et son histoire de l'hydroxychloroquine, pour que cette dame, évidemment, sauf que Garcia, la façon dont il présente le tweet, c'est de dire oui, regardez, voilà, ça y est, on a la preuve que Raoult c'est un charlatan. Alors qu'en réalité non, puisque cette dame ne prouve rien. Cette dame ne fait qu'en réalité mettre en avant ce que l'on peut trouver dans plein d'autres publications, chez plein d'autres professeurs, chercheurs renommés. C'est-à-dire les problèmes de la technocratie, de la bureaucratie. Chercher la petite bête et en faire une montagne. Voilà ce que l'on trouve dans cet article. Article qui fait référence à un autre site qui lui-même est un site dans lequel des gens peuvent faire des publications, mais des publications vérifiées. Et des analyses de publications vérifiées. Et attention, là où c'est formidable, c'est que ces sites permettent à des gens de publier de façon anonyme. Eh bien, je vous le donne en mille. Mais cet article que M. Garcia met en référence, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit lui-même qui écrit cet article. Mais étant donné qu'il n'y a ni nom, ni signature, elle n'est pas belle la vie. Et enfin, très rapidement, purge chez les Insoumis, Garrido, et je ne sais plus les autres, Ruffin, etc., qui étaient à la tête du comité de direction, enfin de la direction des Insoumis. Tout le monde a été balayé. Donc il y a eu un nouveau comité qui doit être, les postes de responsables du parti vont être remplacés. Ruffin, ce qui est assez amusant, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'inciter Ruffin de quitter les France Insoumises et de créer son propre parti. Et pourtant, je dirais à la limite, il y aurait de quoi faire. Parce qu'on sent bien que Ruffin, il essaie de vouloir prendre un petit peu ses distances et de rester le député proche de ses administrés, proche de ses élus, de ses électeurs, pardon. Et on sent que parfois il est un petit peu obligé de suivre des consignes, des lignes politiques de la France Insoumise. Donc cette idée de voir Ruffin peut-être créer son propre parti, moi je dis, pourquoi pas. Et aussi l'affaire de Quatmer qui est en train de nous faire la victimisation, c'est pas moi, c'est l'ultra-féminisme qui agit en coulisses contre moi, je ne suis qu'une victime. Et autre chose, oui, alors très important, vous vous souvenez, on avait parlé de l'Event 201, cette fameuse simulation qui s'était déroulée peu de temps, quelques semaines avant les premiers cas de Covid-19 en Chine. Cette simulation qui justement permettait à l'échelle internationale de voir comment les pays peuvent se coordonner dans le cas d'une pandémie. Eh bien, je vous le donne en mille. Voici pour vous une nouvelle simulation. Alors, une simulation scénario pandémique. Êtes-vous prêt à ce que possiblement il relance une pandémie pour cacher sous le tapis la crise économique et l'effondrement systémique? Le Johns Hopkins Center of Health Security, en partenaire avec l'OMS et la fondation Bill et Melinda Gates, a mené une simulation appelée Catastrophic Contagion, un exercice sur table en cas de pandémie lors de la réunion annuelle du Grand Défi à Bruxelles, en Belgique, le 23 octobre 2022. Le groupe extraordinaire de participants était composé de 10 ministres de la Santé actuels et anciens et hauts responsables de la santé publique du Sénégal, du Rwanda, du Nigeria, de l'Angola, le Libéria, le Singapour, l'Inde, l'Allemagne, ainsi que Bill Gates, coprésident du Bill and Melinda Gates Foundation. L'exercice a simulé une série de réunions de conseils consultatifs de santé d'urgence de l'OMS traitant d'une pandémie fictive qui se déroulera dans un avenir
proche. Les participants ont été mis au défi de prendre des décisions politiques urgentes avec des informations limitées face à l'incertitude. Chaque problème et choix avait de sérieuses ramifications sanitaires, économiques et sociales. Et pour votre rappel, pour votre information, ou même pour ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne, je vous rappelle que l'OMS est en train de faire signer un accord à l'échelle internationale. Je crois qu'il y a à peu près 140 pays qui ont signé le traité. Et dans ce traité, vous avez des textes qui autoriseront des pays à s'asseoir sur des principes fondamentaux de droit, de souveraineté et de liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce traité de l'OMS va permettre à des pays tout simplement de réprimer tous ceux qui iront à l'encontre de la version officielle. C'est-à-dire que tous les anti-vax qu'on a eu pendant la pandémie Covid-19, s'il y a une autre pandémie, tous ceux qui s'opposeront à la vaccination pourront être interpellés, arrêtés ou mis au banc de la société de façon légale grâce à ce traité de l'OMS. Pourriture. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, la France demi-finale. La France a gagné, la France est en finale, c'est génial. Alors évidemment, avec ce qui s'est passé avec la victoire du Maroc, les Marocains, les Franco-Marocains qui ont fêté la joie de l'allégresse, ben oui, mais là aussi, il y en a eu. Dont un drame, je crois, je ne sais plus dans quelle ville, où un gamin, malheureusement, a été renversé par une voiture. Son pronostic vital est engagé. Il y a eu un certain nombre de déboires. Alors par contre, ce qui est génial, c'est que sur les réseaux sociaux, vous en avez qui se focalisent sur des perturbations qui ont eu lieu sur la place Bellecour à Lyon, en disant ce sont des mouvements d'extrême droite qui avaient prévenu qu'ils allaient faire des ratonnades. Donc il n'y a que ça que vous devez retenir. Le reste, c'est superficiel. Perquisition. Et oui, le siège de Renaissance, ainsi que le siège McKinsey, ont été perquisitionnés. Alors je ne vous dis pas que ça, est-ce que ça va permettre peut-être à la justice de commencer à mettre un étau sur la tête de Macron? Pas sûr. Pas sûr, parce que de toute façon, si jamais, certainement, qu'il y a des choses qui pourraient éventuellement être intéressantes à mettre devant la justice, mais je peux vous garantir que de toute façon, la justice, l'indépendance des magistrats, on sait ce que ça vaut. En plus de ça, avec le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, il y a des chances que, à un moment donné, cette enquête finisse par finir dans un fond de tiroir. On n'est pas dupe. On apprend également, petite information pour vous avant de terminer cette vidéo. Je vous informe que depuis quelque temps, il est clair que les Américains essaient de récupérer des industries européennes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec la crise énergétique, parce que le fait qu'on dépendait du gaz russe, du fait qu'on dépendait aussi un petit peu du pétrole russe, pas besoin que je vous refasse un petit peu l'historique de la connerie. Sauf que vous avez des industries en Europe qui aujourd'hui sont dans la merde. Sauf que viennent frapper à leur porte des représentants américains et qui leur disent « On comprend votre douleur. Vous êtes dans une situation compliquée, situation difficile, une situation auquel nous pouvons apporter peut-être une solution pour vous. Si vous voulez, vous pouvez délocaliser aux États-Unis. Nous connaissons quelques endroits, quelques États, qui seront tout à fait prêts à vous permettre d'avoir des facilités fiscales. » Jeep va licencier 1350 personnes. Pourquoi? Parce que la chaîne de production d'une société pour un véhicule, alors je crois que c'est un véhicule hybride ou un véhicule électrique, évidemment, le problème c'est que toute la chaîne pour la construction
de ces véhicules électriques, et bien aujourd'hui, les factures sont en train d'augmenter. Et ça devient plus compliqué de trouver des composants. Et vous avez, je crois, une société en France. Alors vous avez par exemple la société, oui, qui faisait des masques. Vous savez, consommer, acheter français, Made in France. Oui, ben, la société qui fabrique les masques, elle est au bord du gouffre. Et il y a une autre société, je crois, qui fait des produits pharmaceutiques et matériels pour les hôpitaux. Pareil, qui est au bord du gouffre. Parce que les hôpitaux, ou tout du moins les administrations des hôpitaux en France, la grande majorité des hôpitaux en fait continuent à acheter du matériel là où c'est le moins cher. Donc c'est du matériel américain et du matériel allemand. Le français ça coûte trop cher. Vous comprenez, on a des budgets et tout. Ah oui, mais je rappelle la politique de Macron, consommer français. Ouais, enfin... ce que dit Macron... et la réalité. Alors aujourd'hui, on doit avoir une grosse annonce de Trump. C'est ce qu'il a annoncé sur son réseau social, Truth. Est-ce que Trump va créer son propre parti? Ça serait intéressant, parce que si Trump crée son propre parti, je peux vous garantir que ça serait quand même révolutionnaire, puisque je rappelle qu'aux États-Unis, vous avez un système politique qui essentiellement ne fonctionne que sur un bipartisme républicain-démocrate. Même si dans certains États, il existe d'autres petits partis, des partis écologistes, des partis de gauche, etc. Mais ça reste évidemment local. À l'échelle nationale, c'est démocrate ou républicain. Si jamais Donald Trump crée son propre parti, là ça va être intéressant. Parce que au fil du temps, on verra combien d'Américains vont se joindre à ce parti. Combien de membres il va réussir à galvaniser, à amener dans son parti. Et quelle est la proportion de l'électorat conservateur il risquerait éventuellement de siphonner. Qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? Oui, alors, Carl Zero, vous connaissez Carl Zero qui s'est spécialisé aujourd'hui sur les enquêtes de pédocriminalité a déjà créé une plateforme de streaming pour tous les documentaires, enquêtes, etc. sur justement les affaires pédocriminelles. Il a besoin de vous, parce qu'évidemment c'est pas gratuit, il faut financer ce réseau streaming, mais je pense que c'est une démarche qui est intéressante, même si évidemment, ça risque évidemment de déranger pas mal de monde. Et enfin, je vais terminer avec cette vidéo. Alors je vais essayer de vous la mettre ici, malheureusement je ne vous mettrai pas le son. Néanmoins je vous mettrai le lien, si j'arrive à la retrouver sur YouTube. C'est Henri Proglio, qui est ancien président directeur général d'EDF, qui lors d'un colloque Défi énergie et politique européenne du mardi 18 juin 2019 a dit quelque chose de très intéressant. Il nous raconte une anecdote. Une anecdote concernant Angela Merkel. Alors j'espère que je pourrai vous trouver l'extrait pour que vous ayez le son de cette image. Je ne peux pas vous mettre le son parce que sinon Facebook va me striker. Ou alors je vais juste vous mettre le petit passage là maintenant. Et pour boucler cette négociation, elle a lâché le nucléaire. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, je le fais pour des raisons politiques, pas du tout techniques ni scientifiques. Le mot était lâché. Ouais. Ce monsieur, donc, qui a un parcours, qui a une crédibilité, est en train de nous expliquer qu'Angela Merkel, parce qu'à un moment donné, elle s'est un petit peu agacée de ses propos, a carrément dit à ce monsieur qu'elle était pro-nucléaire, qu'elle était pour le nucléaire, qu'elle considère que le nucléaire, c'est la production d'énergie la plus fiable qui soit. Mais que pour des raisons électoralistes, elle a cédé une politique antinucléaire
pour avoir la garantie d'un soutien des groupes écologiques. Et de cette décision en a découlé une influence à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Union européenne, d'une sortie du nucléaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que tous ces écologistes, tous ces gens qui vous disent qu'il faut sortir du nucléaire, en réalité se reposent sur une politique allemande qui en réalité était une politique d'opportunisme et non pas écologique. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Et que puis-je dire, même si je ne regarde pas le football et que je ne suis pas fan de football, mais quand même je vais faire mon petit côté chauvin. Allez la France!